Professeur, les transitions sont en cours dans ces pays que j'ai cités là, mais la communauté internationale, la CEDEAO, leur parle d'élections. Mais eux, ils disent que l'élection, ce n'est pas une urgence pour eux. Leur urgence, c'est de rebâtir les États, de se défendre contre le terrorisme. Il y en a même des web activistes très réputés qui les soutiennent et disent pas besoin d'élection avant 10 ans. Ce que vous êtes en train de faire, continuez. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, L'élection, c'est un une urgence. véritable dilemme. Je pense qu'on doit évacuer partout les questions électorales très rapidement pour se concentrer sur le développement économique. Mais on ne peut pas dire qu'on va laisser, on a lutté contre les pouvoirs despotiques, etc., qu'on va lutter contre ces pouvoirs despotiques et laisser les pouvoirs militaires sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Même si les pouvoirs militaires autoritaires peuvent parfois aider aussi au développement économique, il faut le dire. Mais je pense que si nous continuons sur cette lancée, partout nous allons nous retrouver avec des pouvoirs forts, avec peu de démocratie, où personne n'osera parler et dire la vérité, sous le prétexte qu'on va aller vers le développement. Et ça, je crois que ce n'est pas supportable. Dans tous les cas, c'est que les peuples dans ces pays-là sont avec les militaires. Hein. Ah. Les peuples, ils ont le soutien de leur Parce peuple. que c'est là où les gens élus démocratiquement ont failli. Oui. Parce que quand ils ont été élus démocratiquement, ils ont basé le pouvoir sur la personnalisation et la patrimonialisation du pouvoir. Et ça a créé beaucoup de frustration et de déception de la part des populations. C'est pourquoi aujourd'hui, les leaders qui sont choisis, élus, doivent faire très attention parce qu'ils portent un destin très lourd par rapport à l'avenir de l'Afrique. D'ailleurs, vous parlez de démocratiquement élu. Cette expression, il y en a qui en font une raillerie. Ils disent les prétendus démocratiquement élus. Aujourd'hui, il y en a qui étaient démocratiquement élus. On ne peut pas dire qu'Alpha Konaré n'était pas démocratiquement élu. Même Ibeka, était son premier mandat, il était démocratiquement élu. Mais le problème est que on peut élire quelqu'un démocratiquement, mais une fois qu'il est au pouvoir, c'est le premier à fouler aux pieds les principes de la démocratie. Il ne respecte pas la démocratie. Ça, je crois que c'est là où la CEDEAO aurait dû être plus regardante en disant que nous défendons la démocratie parce qu'il y va de l'avenir. Si on veut éviter les coups d'État et tous ces régimes plus ou moins incertains, il faut absolument s'arrimer au principe de la démocratie. Alors, dans ces 3 pays de coups d'État, Niger, Mali, Burkina, il y a certaines... Il faut ajouter la Guinée. Ah, voilà, la Guinée. Bon, oui, justement, la Guinée, il y a aussi coup d'État, même si elle n'est pas dans l'Alliance des États du Sahel. Des mesures sont en train d'être prises, justement, y compris la Guinée. Ils sont arrivés à... Et qu'est-ce que la CEDEAO a fait finalement? Elle n'a fait que jeter... Non, elle n'a fait que jeter tous ces pays-là dans les bras de la Russie. Et c'est un changement, si vous voulez, non seulement de paradigme, mais un changement de stratégie politique aujourd'hui dans la sous-région. Et ce qui fait vraiment mal à des pays comme la France et les États-Unis et autres. Mais c'est de leur faute aussi. Parce que je dis toujours, quand j'entendais parler... À l'époque, le ministre des Affaires étrangères de la France, Le Drian, ou le ministre de la Défense parlait, je me dis, ces gens, ils ne connaissent pas les Bambara. S'ils connaissaient les Bambara, ils n'auraient pas parlé sur ce ton. Dans ces pays, ils sont en train de prendre des mesures pour notamment gérer en toute autonomie leurs ressources, l'or, l'uranium, le pétrole. Ce sont de bonnes décisions ou pas? Vous savez, on a des ressources. Mais ces ressources n'ont jamais aidé à faire vivre un pays. J'ai lu un document, en tout cas, sur l'or du Sénégal transformé en Suisse et qu'on ne reconnaît plus. J'ai lu, c'est un journal suisse ou je ne sais plus quel journal qui l'a écrit. C'est-à-dire, nos ressources partent. On ne sait pas où est-ce qu'elles partent, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on en tire. Je crois que le moment est venu, dans les mutations importantes que nous devons connaître aujourd'hui, de savoir qu'advient-il de nos ressources. Quelle est la part de ces ressources, par exemple, dans le budget national? Qu'est-ce qu'on fait de ces ressources? Sinon, on va rester pauvre jusqu'à la fin du monde, de façon éternelle, et ça ne servira à... On aura encore nos enfants qui vont mourir dans la mer sans perspective. C'est-à-dire la question des ressources aujourd'hui est une question vitale pour l'avenir de nos sociétés.
Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de partenariat. Nous aurons évidemment un partenariat. Mais qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, toutes les informations qui nous viennent sur nos rapports avec la Banque de France, d'où la naissance du CFA, etc., je pense que nous avons intérêt tous à connaître et à revoir et à repenser avec nos partenaires. Tout cela pour que les Africains, parce que eux, nos partenaires, la plupart de nos partenaires, ils ne veulent plus que les jeunes, que l'immigration aille vers eux. Absolument, ils ne veulent plus. Mais aussi, nous devons profiter de nos ressources et de façon beaucoup plus rationnelle pour qu'on ne veuille plus aller dans leur pays pour qu'on vote des lois contre l'immigration ou quelque chose comme ça. Et le Burkina décide de transformer son or sur place, créer des entreprises également pour faire travailler les... En fait, ils sont en train un peu de nationaliser leur économie. Alors la question que je vous pose, oui. Pourquoi l'Afrique du Sud s'en est sortie plus que les autres pays? Moi, j'ai été invitée il y a peut-être 2 ans avec la fondation Oppenheimer, où Obasanjo jouait un rôle, c'est-à-dire les grandes familles diamantaires de l'Afrique du Sud, où j'ai été dans le désert du Kalahari, dans un colloque où j'ai vu, etc. Mais c'est-à-dire, il y a 2 raisons. C'est que quand les Occidentaux, les Européens sont venus surtout les bourgs et les Anglais s'installer en Afrique du Sud, comme ils ne pensaient pas repartir, c'était une colonie entre parenthèses de peuplement, ils ne pensaient pas repartir. Donc ils ont investi, ils ont travaillé, même si c'était sur le système de l'apartheid. Ils ont mis du cœur en considérant que c'est leur chez. Ils voilà. vont rester. Ils vont rester. Et ils sont devenus riches, et ces richesses sont restées en Afrique du Sud, même si c'était sur la base d'un système unique. Oui. Et quand les gens ont libéré l'Afrique du Sud de l'apartheid, les biens sont restés. Et ils se disent, quand j'ai vu des Blancs au Kenya qui pilotaient un avion que j'avais pris pour aller à Lamu, j'ai dit, je pensais que c'était des Anglais, ils m'ont dit qu'ils étaient des Kenyans. Parce que c'est vrai aussi pour les Zimbabwe avec la question des terres, c'est parce qu'ils pensaient que les richesses, il fallait les utiliser, les transformer sur place, et ce qui explique la richesse de l'Afrique du Sud. Mais ici, chez nous, pendant la période coloniale, on a créé des usines d'huilerie, etc. Mais après, les richesses, au lieu de les transformer sur place, ces richesses partaient de façon brute et ne sont pas restées sur le territoire. Parce qu'après, ça va poser des problèmes de nationalisation, etc. Mais la vérité est qu'aujourd'hui, nous devons transformer nos richesses chez nous, en faire bénéficier nos populations. Ça ne veut pas dire que nous serons fermés par rapport aux partenaires. Mais comment allons-nous négocier avec ces partenaires dans l'intérêt de nos populations? C'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en transformant tous ces biens chez nous, la France, notre relation multiséculaire, elle est appelée à prendre fin un jour. On ne peut rien contre, justement, une décolonisation totale. C'est irréversible. C'est comme ça que fonctionnent les sociétés. Et l'histoire des sociétés. Donc, à chaque fois, il faut repenser la dynamique de ces relations. Et de façon approfondie, pas sous forme de saupoudrage. Mais comment repenser, c'est-à-dire il faut renoncer à certains privilèges qu'on a jusque-là, il faut remettre en question, on dit le franc CFA, mais comment remettre en question, quels sont les intérêts, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ce débat est inévitable entre nous et l'ancienne puissance coloniale. Ces 3 pays ont décidé de se mettre ensemble pour se soutenir mutuellement. Ils ont identifié la France comme étant leur ennemi commun, donc ils vont arracher leur indépendance. Ils prévoient la création d'une monnaie unique. Et il fallait anticiper sur une alliance stratégique. Est-ce que c'est une menace réelle pour la CEDEAO? Absolument. Oui. Ça, je dis, la désintégration de la CEDEAO viendra de là. Supposons déjà 4 pays comme ça. La Guinée un peu à part, vous dites. Oui. Mais ces pays du Sahel, avec l'influence de la Russie, l'influence d'autres pays, la Chine, les pays arabes, la Turquie, ça, je pense que non seulement c'est une menace pour la CEDEAO, mais c'est une menace aussi aux relations de partenariat multiséculaires qu'on a avec les pays occidentaux, particulièrement l'ancienne puissance colonisatrice, la France, mais aussi les États-Unis. Et à mon avis, ça peut être une menace de différentes manières, ça peut même être un terrain de lutte
entre grandes puissances. C'est pourquoi la Est-ce que ça guerre ne qui l'est était pas déjà? préconisée contre le Niger était une guerre extrêmement dangereuse. Ça pouvait même aller au-delà, à mon avis, de la déstabilisation, je l'ai dit dans une radio, militaire de certains pays. Les coups d'État militaires pouvaient se multiplier avec une guerre dans le Sahel. Parce que ça allait désorganiser et déstructurer la plupart de nos pays. L'histoire d'attaquer le Niger, là, c'était quand même surréaliste. Ah, moi, je pense que c'était pas possible, ça. Les opinions publiques aujourd'hui sont réelles. Elles se sont dressées contre. Et certains chefs d'État y pensaient véritablement. Oui, mais il y en a un qui a fait une conférence de presse pour dire j'ai déjà désigné 800 hommes avec un budget. Mais il y a des urgences à régler dans le pays. Il ne s'en parce que occupe aussi, pas. peut-être, c'était, vous savez, chaque pays. C'était le président de la Côte d'Ivoire. Chaque pays a ses problèmes. Et puis, les gens ont besoin d'un leadership. Et puis, vous savez, il y a une lutte en sourdine, qu'on le dise ou pas, entre francophones et anglophones. Pourquoi la toute-puissance du Nigeria, Tinubu qui prend toutes les mesures, et nous, les francophones. Il y a quand même toutes ces luttes-là et ces jeux d'intérêt qui peuvent être, à mon avis, parfois d'une certaine fatalité pour le reste de l'Afrique. Mais ils étaient quand même alignés derrière le Nigeria, non? Chacun, ils se cachaient un peu tous, parce que le Nigeria a plus de moyens, plus d'une armée puissante. Ce type de relation n'est jamais sincère, c'est moi qui vous le dis. J'entends souvent des personnes qui ne sont pas forcément antidémocratiques, mais qui ne sont pas forcément favorables à la limitation des mandats. Parce que pour eux, si on a une sorte de réincarnation de Sankara, de Lumumba et tant d'autres, pourquoi limiter les mandats? Qu'est-ce que vous, mais vous savez, en pensez? Il faut choisir. Il faut choisir entre un royaume Oui, et un système démocratique oui. sur 2 mandats. On ne peut pas me dire qu'aux États-Unis, que les gens, non, on ne fait rien avec 2 mandats au maximum au pouvoir. De 4 ans d'ailleurs. De 4 ans, ça fait 8 ans. Oui. Je pense que le principe démocratique, d'abord, ça va limiter le fait d'avoir une alternance au pouvoir, ça va permettre une respiration démocratique, comme on a l'habitude de dire, mais aussi va instaurer une paix civile, qu'on le veuille ou non. Parce qu'on va se dire, après tout, on va aider quelqu'un d'autre et essayer quelqu'un d'autre. Par contre, il faudra se battre pour une neutralité de l'administration. Ça, je pense que oui. Une neutralité de l'administration, un respect justement de l'équilibre des institutions et une justice indépendante. C'est ça qui est fondamental à l'état actuel des choses. Et le principe aussi de rendre compte. On ne peut pas élire un président pour en faire un fariche comme chez nous, c'est-à-dire un roi. Un président de la République est un président responsable. D'ailleurs, il faudra aller même plus loin dans les changements démocratiques et les rééquilibrages pour permettre au Parlement de jouer un rôle beaucoup plus important, un rôle de contrôle sur l'exécutif, et que l'exécutif ne soit pas là pour happer à la fois toutes les institutions et l'indépendance de la justice. Moi, je pense qu'il faut travailler à ça, c'est-à-dire ce qui est possible. Si, en France, on ne peut pas tout faire. On voit aujourd'hui quelqu'un comme Sarkozy, il est poursuivi pour différentes raisons. Qui l'aurait pensé en Afrique? Parce que simplement, il existe des contre-pouvoirs. Ces contre-pouvoirs, on ne peut pas aller à la démocratie des juges, mais il faut absolument des juges indépendants, neutres, pour défendre les institutions elles-mêmes et les principes de la démocratie, et surtout les populations qui en ont besoin, les citoyens. Pour cette liberté, est-ce qu'il faut adopter le modèle américain où on élit plutôt le personnel de la justice, les juges et autres? En tout cas, une chose est sûre, je ne sais pas s'il faut les élire ou pas, mais il faut faire de telle sorte qu'il y ait une certaine indépendance dans le choix des juges. Vous savez, j'étais aux États-Unis en 2005-2006 et j'ai assisté à l'élection du juge qu'on appelle Alito au niveau de la Cour suprême. Et il était devant le comité, justement, de sélection du Sénat. Mais on l'a interrogé, on l'a poussé, jusqu'à ce que sa femme éclate en sanglots. Pour Alito, l'élire. pour l'élire. Ah oui? Et on a dit, mais pourquoi les juges sont si féroces? Ils ont dit, oui, parce que vous allez avoir droit de vie et de mort
sur nous les citoyens pendant tout le reste de votre vie. C'est pourquoi il faut absolument qu'on soit méticuleux dans votre choix. Et c'est ça. C'est-à-dire quand quelqu'un a droit de vie et de mort, il faut que cette personne soit vraiment irréprochable, mais qu'il soit d'une élévation. D'ailleurs, au début, quand je parlais de la crise, je crois que la crise que nous connaissons aujourd'hui en matière de démocratie, c'est une crise du fonctionnement des institutions, c'est une crise morale, c'est une crise physique. Et la violence que nous connaissons, elle est violence morale, violence physique, violence verbale, tout ce que vous voulez. Et je crois qu'il faut remédier à cela. Il faut qu'on arrive à l'équilibre chez l'individu, chez l'homme. Parce que avoir entre vos mains le destin des individus me paraît une très grande responsabilité. Et c'est ça. Il faudra œuvrer à cela. Que ce soit au niveau... Moi, quand je vois le chef de l'État, par exemple, faire sa prestation de serment, jurer devant, que ce soit devant Dieu, devant la loi, devant utiliser la Bible ou le Coran, moi je trouve que c'est une très grande part de responsabilité. Et une fois qu'on a failli, de quelque manière que ce soit, à ce serment, je crois que vous devez l'avoir tout le temps sur votre conscience. Mais on se rappelle Tandia, qui après a voulu faire un tazarché pour prolonger, alors qu'il avait justement juré sur le Coran. C'est-à-dire, on ne peut pas, et puis on ne peut pas. C'est-à-dire, quel que soit, moi-même, je préfère un président qui a juré partir, revenir après, mais qui respecte son serment. Parce que je ne parle même pas des rapports que vous avez, mais vous, votre conscience, qu'est-ce que vous en faites? Dites-moi ce que vous faites de votre conscience.